Le Cameroun est une terre d'accueil. Le Cameroun est une terre qui a reçu cette bénédiction d'accueillir tout le monde. C'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle le Cameroun l'Afrique en miniature. Les réfugiés affluent au Cameroun alors que le Cameroun lui-même connaît de l'instabilité avec Boko Haram ou encore avec la guerre du Nozo. Mais lorsque les étrangers arrivent au Cameroun, qu'ils soient tchadiens, qu'ils soient maliens, qu'ils soient sénégalais, qu'ils soient de n'importe quel pays, ils sont toujours bien accueillis parce que ce n'est pas une terre de xénophobie. Le Cameroun, donc, même s'il peut avoir des problèmes de tribalisme, ne connaît pas pratiquement la haine de l'étranger. Et le Cameroun partage également. Partage surtout parce qu'il a eu le don du ciel d'avoir peut-être des régions côtières telles que le port. Et le Cameroun peut donc alimenter la sous-région. Des pays enclavés ou des pays qui ne sont pas au bord de la mer, mais qui sont dans la zone CEMAC, comme le Tchad, comme la République centrafricaine, et même le Congo, qui pourtant n'est pas enclavé, voire le Gabon. Beaucoup de pays africains utilisent donc le corridor qui va du port de Douala jusqu'à leur ville. Ça peut être N'Djamena, ça peut être, par exemple, Bangui. Mais ce corridor est long et parfois difficile parce qu'il faut ravitailler certaines populations, comme par exemple en République centrafricaine, un pays qui a connu une véritable instabilité avec des guerres civiles, mais aussi avec souvent des coupeurs de route. Les camionneurs, ils risquent donc souvent leur vie. Malgré tout, ils y vont pour donner de la nourriture, voire du carburant, puisque d'ailleurs, la République centrafricaine dépend du Cameroun sur le plan du carburant à 20%. Des denrées alimentaires également. Ça part du Cameroun. Mais c'est un chemin difficultueux, tortueux, dans la mesure où les camionneurs retrouvent souvent des coupeurs de route, qu'ils soient des bandits ou même alors des hommes en tenue, à savoir des policiers, des gendarmes, des douaniers et autres contrôleurs improvisés, soit par les autorités administratives ou tout simplement par des chefs de village et n'importe qui. Bref, c'est souvent très difficile pour eux de pouvoir rien que entre le port de Douala et Bangui, c'est 1435 km. La route n'est pas formidable. Il faut donc être très attentif. Parfois, il faut dormir dans la nuit. Et à certains moments, il faut payer pour être escorté. Le prix officiel, c'est 50 000 francs CFA. Pour donc faire un aller-retour, Cameroun-Bangui, on dit officiellement, ça nécessite 64 000 francs pour un camionneur. Mais en réalité, au regard des checkpoints, il faut parfois 225 000 francs CFA. Mais le pire, c'est qu'après avoir traversé tout cela, eh bien, ces camionneurs sont soumis à des tortures. Parce que parfois, certains travaillent pour les autorités de Bangui, qui elles-mêmes travaillent
avec certains mercenaires de Wagner qui n'hésitent pas non seulement à les intimider, à les torturer, voire les tuer. Et c'est un événement ou un incident qui vient encore de se produire, justement, sur le territoire centrafricain. Un camionneur camerounais a reçu pratiquement une torture inhumaine de la part de certains mercenaires de Wagner, tout juste parce qu'il avait eu un retard pour la livraison des marchandises. Selon les témoignages, il a été sorti de son camion, puis aurait été exécuté, ou alors on a tiré sur lui. Bien que blessé, on n'a pas voulu aller avec lui à l'hôpital. Il serait donc parti mourir quelque part dans une cellule. Ceux qui l'accompagnaient ont aussi été mis dans des camions frigorifiés. Depuis la survenue de cet incident, non seulement la famille demande la dépouille, mais les autorités camerounaises et centrafricaines restent muettes, ne communiquent pas. Pendant ce temps, la grogne monte auprès des chauffeurs. Les camionneurs ont donc fait un communiqué dont je vais essayer de vous lire la teneur pour s'indigner par rapport à ce comportement et pour surtout annoncer qu'elles sont prêtes à ne plus, qu'ils sont prêts à ne plus servir la République centrafricaine qui risque donc de subir. Je lis d'abord ce communiqué. Le président national du SCTRC, syndicat chauffeur des transports routiers du Cameroun, tient à informer tous les membres adhérents et sympathisants de ce syndicat qu'il leur est demandé de marquer un temps d'arrêt pacifique dès ce jour mercredi 20 novembre 2024 dans les frontières suivantes: Gari-Gombo, Kenzu et Garoua-Boulaye, en attendant de voir clair sur les modules ayant conduit à l'assassinat de notre camarade, le nommé Mouamadou Awalou, le lundi 18 novembre 2024, et dont le corps sans vie reste jusqu'à date bloqué en terre centrafricaine. En comptant sur votre promptitude habituelle, veuillez agréer, chers camarades, l'expression de ma parfaite considération. Le président national, Oumarou Sahabo. Je vais vous faire écouter le témoignage de ceux ou bien d'une des personnes ayant assisté à cet assassinat. Un chauffeur camerounais assassiné par les Wagner en Centrafrique, par les Russes. Il a été tué sur place, sur coup. On l'a tiré dans son camion, on l'a fait sortir dehors, on l'a assassiné. Et c'est son camion qui est garé là, en Centrafrique. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Voilà. Donc il va falloir qu'on explique à tout le monde. Il a été assassiné par les forces Wagner, par les Russes en Centrafrique. Un chauffeur camerounais. Voilà, donc voilà ici, là. Il faut que ça, tout le monde puisse savoir ça.
Et nous appelons à bloquer d'abord les frontières de la Centrafrique d'abord, jusqu'à au nouvel ordre, jusqu'à ce que cette affaire-là soit résolue d'abord. Parce que c'est inadmissible que les Russes assassinent un Camerounais, un transporteur camerounais qui part en Centrafrique. C'est inadmissible. Il va falloir bloquer d'abord toutes les frontières d'abord de la Centrafrique avec le Cameroun d'abord. Voilà. On ne doit pas accepter cela. Et à tous les transporteurs, mettez-vous en alerte maximum. Cultivez un esprit de solidarité. Bloquez-moi d'abord Garoua Bouraï d'abord complète. Rien ne passe d'abord jusqu'à nouvel ordre. Bien évidemment, les conséquences, comme je le disais, seront difficiles pour la République centrafricaine, pays de 6 millions de personnes, mais où on compte quand même, selon la Banque mondiale, 2,4 millions qui ne mangent pas à leur faim. Et d'ailleurs, lorsqu'on voit les dernières publications de Global Hunger, Index 2024, on se rend compte que la République centrafricaine est classée parmi les 12 pays les plus affamés au monde. En Afrique, la République centrafricaine est 10e comme pays affamé. C'est donc un classement qui n'honore pas ses voisins, où le président Touadéra, certes, a essayé de stabiliser un peu le pays, mais où il n'y a pas de justice, où les mercenaires de Wagner non seulement peuvent commettre des exactions sur les populations locales, mais arrivent également à traumatiser les camionneurs camerounais. Pas de justice parce que les Wagner en République centrafricaine sont au-dessus de la loi. Peuvent vous kidnapper, commettre des exécutions extrajudiciaires, comme celle de Mohamedou Awalou, et puis ne rendre compte à personne. Touadéra, l'essentiel, c'est de protéger son pouvoir. Touadéra, alias Bangala en colère, n'aide donc pas. C'est lui-là qui s'occupe d'abord des droits de l'homme. Mais en même temps, faudrait-il simplement accuser Touadéra si l'État du Cameroun déjà ne protège pas les siens? Et si l'État du Cameroun lui-même déjà ne respecte pas certains engagements? Vous vous rendez compte? Le Cameroun, dit-on, est la locomotive économique de l'Afrique centrale. Donc, lorsqu'on voit le trafic transfrontalier, le Cameroun peut ravitailler le Tchad, peut ravitailler la République centrafricaine, et voir le Gabon, voir le Congo également. Mais les autorités camerounaises ne facilitent pas la tâche aux camionneurs. Pourtant, depuis 2006, il y a un programme régional de transit qui a été signé. Et ce programme régional, je dis bien depuis 2006, demande qu'il n'y ait que 5 checkpoints, c'est-à-dire que 5 points de contrôle entre Douala et N'Djamena. Douala-N'Djamena, ça fait à peu près 1935 km. Le même protocole demande que il y ait 3 contrôles, 3 checkpoints entre Douala et Bangui. Comme je vous ai dit, 1465 km. Ça, c'est ce qui est dit depuis 2006 pour l'intégration sous-régionale. Mais qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, rien que
Douala jusqu'à Bangui, on trouve minimum 80 points d'arrêt. Je dis bien 80 points d'arrêt. Et sur ces 80 points d'arrêt, 57. C'est-à-dire que là, c'est le contrôle. Ce sont les contrôles mixtes. Gendarmerie, police, douaniers, et ainsi de suite. Ils y sont. Douala jusqu'à N'Djamena, c'est 93 checkpoints. Enfin, ou bien points, comme on peut dire. Là où vous devez vous arrêter. Ça veut dire quoi? Partout où vous vous arrêtez, vous devez payer. Vous vous rendez compte que tout simplement le dernier rapport d'une agence financée par l'Union européenne, comment est-ce qu'on appelait ça? L'Observatoire des pratiques anormales. Cet observatoire montrait que rien que la magouille, pour passer, aller tout simplement à N'Djamena, c'est 175 milliards de francs CFA. C'est-à-dire que ça ne va pas dans les caisses de l'État. Ça va dans les poches des individus qui sont là en route pour harceler les chauffeurs. Quand on voit par exemple ce qui nous concerne aujourd'hui, qui fait problème, c'est-à-dire que aller à Bangui, on se rend compte que, parce que entre Douala, Bangui et Douala, N'Djamena, c'est-à-dire que la route de Bangui est beaucoup plus proche. Proche même de 400 km. Mais vous y payez plus que quand vous vous rendez au Tchad. Et l'autre situation, c'est donc quoi? C'est que vous perdez du temps. Vous perdez de l'argent. Et en même temps, les marchandises deviennent coûteuses. La République centrafricaine perd, le Cameroun perd. Le 6 avril 2022, le ministre de la Défense du Cameroun, Joseph Betiasson, avait d'ailleurs sorti un communiqué. Et ce communiqué, je crois, nous disait que entre le Cameroun et la République centrafricaine, c'est-à-dire Bangui, et il y avait 66 points de contrôle du côté camerounais. 66 du côté camerounais. Et sur les 66, 39 étaient irréguliers, c'est-à-dire que les gens viennent comme ça, ils commencent à contrôler. Ils demandent de l'argent. Et ils disaient que, en tout et pour tout, 27 étaient mixtes. 27 étaient mixtes. Donc, imaginez qu'on vous parle de 96, de 80 points, et on vous dit que, en réalité, tout le monde se met en route et se met à exploiter les camionneurs en toute impunité. Bargangele ne dit rien. Il connaît tout simplement que les routes font mal au dos. Moutengene et consorts et tout ça. Mais ces agents, tout comme ceux de Galax et tout comme la gendarmerie, ils sont en train de piller, de voler officiellement. Et quand vous arrivez maintenant en République centrafricaine, là-bas vous avez des Wagner. Quand on regarde les autres pays, par exemple le Tchad, c'est-à-dire que lorsque vous quittez le Cameroun, vous entrez dans le Tchad, il y a combien de checkpoints?
Le Tchad, selon les statistiques, met un contrôle à tous les 147,5 km. Donc il faut parcourir 147,5 km pour trouver un contrôle. Mais le Cameroun, vous savez, les statistiques disent que c'est à chaque 18 km que vous trouvez un contrôle. Oui, les gens vont vous dire que c'est pour la sécurité, mais toutes ces armes qui entrent, comment ils font pour ne pas voir Boko Haram? Puisque vous venez tout simplement avec votre dossier, qui n'a d'ailleurs rien, vous mettez seulement de l'argent, vous leur donnez et vous passez. Les armes peuvent passer, tout peut passer. Nous sommes donc dans ce domaine où l'État du Cameroun est aussi responsable de cette situation. Comment est-ce qu'on peut bloquer le cadavre? Et on a une ambassade là-bas. Personne ne revendique rien. C'est vrai qu'aujourd'hui, même à Yaoundé, même à Bafoussam, même à Boya, les Camerounais se sentent orphelins. L'État n'existe pas. D'autres pays, quand c'est comme ça, vous allez voir immédiatement ce qu'on appelle la réaction diplomatique. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec les Camerounais lorsqu'on se rend compte que leur président, leur ministre ne s'occupent pas d'eux? Là, on parle d'un problème qui peut arriver au niveau des routes. Mais regardez par exemple l'éboulement qu'il y a eu. L'éboulement qu'il y a eu à Tcham. C'est-à-dire que toute une route est coupée, c'est un double éboulement. Depuis le 5 novembre 2024, un président de la République est là. Il n'adresse ni condoléances, ne mène aucune action sociale. Tout son gouvernement regarde. Et le pire, c'est que le gouverneur parle le 18 novembre. Le gouverneur de la région de l'Ouest. Il arrive, il dit aux gens, cessez. Les gens cherchent avec des pelles, hein, les victimes qui sont enfouies. Le régime, le gouverneur dit, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je mets fin aux fouilles. Voilà des Camerounais qui sont inhumés sous un éboulement dans leur propre pays. Même pas le drapeau en berne. On ne voit pas à Tangandji. Enfin, généralement, quand on le voit, c'est pour aller remettre des matelas. Ces matelas qui, eux-mêmes, ne sont juste qu'une parade pour des détournements. Les Camerounais, aujourd'hui, sont contents, certains, de dire, papa, quand Paul Biya revient, mais à quoi sert Paul Biya? À quoi sert son gouvernement? Si déjà vous ne pouvez pas protéger les personnes et les biens, si vous ne pouvez même pas aller récupérer les dépouilles enfouies sous la falaise, vous venez vous dire, c'est terminé. Et pourtant, des études géotectoniques ont démontré que cette falaise allait s'effondrer. Mais est-ce que l'État du Cameroun a eu à prévenir? Est-ce que l'État du Cameroun a pris des dispositions pour que les populations ne se retrouvent pas, ou bien les voyageurs, les cars, ne se retrouvent pas pris en otage par des mottes de boue?
Non. C'est juste des sacrifices. Quand on finit des sacrifices, c'est là où vous allez voir, justement, ils vont profiter pour dire, oh voilà, nous, voilà, le gouvernement vous a envoyé, grâce à son excellence Paul Biya, on vous a envoyé des matelas, on vous a envoyé ceci, on a envoyé cela, grâce à la magnanimité du président de la République. C'est tout ce qu'ils vont vous dire. Le Cameroun est devenu la seule république où, au lieu de prévenir, on vient toujours avec la même chose, c'est-à-dire les matelas. Mesdames et messieurs, c'est un éditorial que j'ai écouté avec beaucoup d'enfants, beaucoup d'émotions. C'est tellement bien fait. C'est sur la chaîne Equinox, version radio, que j'ai écouté le docteur Aristide Mounou parler justement de cette gestion des catastrophes au Cameroun. Écoutez, la gestion par la distribution des matelas. Voilà la marque de fabrique de Paul Biya. Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour. Apparemment, la protection civile au Cameroun, c'est la distribution des matelas. Remarquez bien, ces dernières années, chaque fois qu'il y a catastrophe ou sinistre à gérer, la réponse de la direction de la protection civile, c'est la distribution des matelas. Ces fameux matelas présidentiels, les matelas anti-catastrophe. Si on devait écrire une thèse sur cette approche de gestion des catastrophes par des matelas, on dirait matelas présidentiel et gestion des catastrophes au Cameroun, une approche tropicale de la protection civile. Une telle thèse de doctorat serait une grande curiosité aux yeux des décideurs du monde et de la communauté épistémique. Voilà ce qu'on a trouvé de mieux pour gérer les sinistres au Cameroun. Les matelas, pourtant, le pays est doté de toute une direction de la protection civile logée au ministère de l'administration territoriale. Le décret numéro 95/232 du 6 novembre 1995 portant organisation du ministère de l'administration territoriale, remplacé par le décret numéro 98/147 du 17 juin 1998 portant organisation du ministère de l'administration territoriale. Ce décret organise bien la direction de la protection civile. Il ne dit nulle part que la distribution des matelas fait partie des modes de prévention ou d'intervention en cas de risque ou de danger naturel. Mais curieusement, chaque fois qu'on voit le ministère de l'administration territoriale en action, c'est pour distribuer les matelas. Nous n'allons pas revenir sur les dernières situations chaotiques qui ont secoué le pays. Les matelas ont déjà prévenu quelle catastrophe dans le monde. Les matelas, fussent-ils présidentiels, ont déjà résolu quelle crise naturelle dans le monde. La protection civile, qui désigne la protection des populations contre les accidents et les calamités naturelles. La protection civile qui a pour objet la prévention des risques de toute nature, l'information et l'alerte des populations, ainsi que la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes. Cette protection civile, dans son action, n'a jamais compté sur la distribution des matelas. Les tâches qui reviennent à la direction de la protection civile au Cameroun sont les suivantes. L'organisation générale de la protection civile sur l'ensemble du territoire, l'étude des mesures de protection civile en temps de paix et en temps de guerre, la production des relations avec les organismes nationaux et internationaux de protection civile, la préparation des stages de formation des personnels de la protection
protection civile, l'examen des requêtes en indemnisation et aide financière des personnes victimes des calamités, le suivi et la gestion des aides, la coordination des moyens mis en œuvre pour la protection civile, notamment les secours, le sauvetage, la logistique, l'utilisation des forces supplétives et auxiliaires, le transfert des corps. Il n'est nulle part mentionné la mobilisation et la distribution des matelas. La direction de la protection civile dispose d'une cellule d'études et de la prévention pour prévenir les catastrophes et les risques sur les personnes et leurs biens. La sous-direction de la coordination et des interventions et la sous-direction de l'exploitation et de la sécurité qui est chargée entre autres de l'exploitation des bulletins de renseignements généraux. À côté de ces cellules, il existe toujours auprès du ministère en charge de l'administration territoriale un observatoire national des risques qu'on désigne encore l'observatoire. Cet organe a pour mission la collecte, la gestion et la diffusion des informations sur les risques naturels, technologiques, industriels et anthropiques. Il veille à la mise en place à l'échelle nationale d'un dispositif d'observation des sites et autres installations à risque assorti d'un système fiable de collecte et de transmission des données et informations sur les risques, à la publication d'un bulletin conjoncturel des risques et à la mise en œuvre de toute autre action de sensibilisation et d'information préventive sur les risques. Où était cet observatoire pour prévenir l'éboulement des Tchang? Il n'a pas prévenu les inondations de l'extrême nord, il n'a pas prévenu l'éboulement de Bankolo. Voilà la substance de la protection civile. Ce qu'on met beaucoup plus en avant au Cameroun, c'est cette obsession au matelas anti-catastrophe. Lorsqu'on va dire que la protection civile au Cameroun a pour seul mode d'action la distribution des matelas, les gens vont courir vite demander les droits de réponse au PDG d'Equinox et menacer de mettre tout le monde en prison, sans oublier l'option des enlèvements. Or, si on prend seulement le cas de Bankolo, il est clair qu'au lieu de prévenir l'éboulement, on a plutôt attendu que les gens meurent d'abord pour après venir distribuer les matelas. Ça a été le cas à l'extrême nord. On voit le danger se condenser, mais on laisse pour après distribuer les matelas. Chaque année, pour une même calamité qu'on peut résoudre définitivement et de manière anticipée, on vient distribuer ces mêmes matelas, les matelas anti-catastrophe. Crise anglophone, les victimes attendent la fin de la guerre et la reconstruction promise, mais on vient plutôt leur remettre les matelas. C'est quoi cette affaire de matelas qui en est vraiment l'inspirateur? Le Cameroun reste une grande curiosité mondiale. Bon début de semaine à vous tous. Radio Equinox 93 FM, la chaîne du peuple. 93 FM, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Merci. J'ai d'ailleurs mis ce générique pour que vous puissiez parfois écouter ce brillant intellectuel qui nous fait réfléchir, qui n'est pas de ceux-là qui sont tout simplement pour les matelas et la République alimentaire. Docteur Aristide Mounon, chapeau. Alors, ce que je vais d'abord dire à travers cette République de matelas, c'est que justement, vous constatez avec moi que c'est un pays qui justement n'agit que pour les matelas. Et d'ailleurs, les décisions se prennent sur les matelas. Voilà pourquoi est-ce que pour distribuer quelque chose, pour croire que c'est un peuple ou bien les populations, ce dont les populations ont besoin, c'est le matelas. Le matelas, malheureusement, n'est utilisé que pour la dépravation des mœurs. Dans une république où pratiquement aucune valeur n'est actuellement protégée. La république des matelas, c'est celle-là justement aussi que les intellectuels parviennent à protéger, au lieu de dénoncer. Et d'ailleurs, les intellectuels et les ministres de matelas sont ceux-là qui sont récompensés, décorés. Oui,
Nous sommes dans la République des matelas. Et quand on dit République des matelas, c'est entre 4 murs. Ou même dans les bureaux. Oui, les ministres matelas sont décorés par Paul Biya. Vive la République des matelas. Vive Paul Biya. Vive Mbarga Soukous au galop, H, sur les matelas, H.